Oscillation libre d'un circuit RLC. C'est la troisième leçon du module électricité de la classe terminale BIOF. On va commencer d'abord par une étude expérimentale des oscillations libres dans un circuit RLC. L'étude expérimentale suivante va nous montrer le phénomène qui se passe dans un circuit RLC. On voit devant nous le matériel utilisé pour étudier les oscillations dans un circuit RLC libre. On a besoin d'un oscilloscope, de condensateurs de capacité variable, d'un GBF, d'une résistance variable et d'une bobine. Maintenant, on va réaliser le montage du circuit suivant qui apparaît en bas de l'écran. On part du GBF vers la résistance, puis de la résistance vers la bobine, et de la bobine vers le condensateur, et du condensateur vers le GBF. Il nous reste maintenant à relier l'oscilloscope au borne du condensateur pour observer UC, la tension au borne du condensateur qu'on voit sur l'écran de l'oscilloscope. On voit que cette tension, elle est parfois positive, parfois négative. Donc on dit qu'on a des oscillations électriques dans le circuit RLC libre. Ces oscillations sont dites amorties parce que l'amplitude de UC diminue au cours du temps. Ce type d'oscillation est dit pseudo-périodique. La pseudo-période, c'est la distance temporelle entre deux maximums consécutifs, soit les deux premiers, soit les deux seconds. On va maintenant étudier l'influence de la variation de la capacité C et de l'inductance L de la bobine sur la pseudo-période. On va faire augmenter la valeur de C et voir l'influence sur la pseudo-période. Alors, en faisant augmenter la valeur de C, on va constater que la pseudo-période augmente. La flèche de tout à l'heure n'est plus la distance entre les deux maximums. Donc, on prend la valeur initiale. Donc, si C augmente, la pseudo-période augmente. On va faire varier maintenant l'inductance L. On constate que lorsque L diminue, la pseudo-période diminue. Et lorsque la valeur de L augmente, la pseudo-période augmente. Donc la pseudo-période dépend de L et de C. Pour l'influence de la résistance, on constate que lorsqu'on fait augmenter R, l'amortissement augmente, mais la pseudo-période reste constante dans le cas d'un régime pseudo-périodique. Donc, si on fait augmenter R, on peut passer du régime pseudo-périodique à un régime dit apériodique. C'est un régime où il n'y a plus d'oscillation, comme on voit. Donc, on a deux régimes, pseudo-périodique et apériodique. Maintenant, on va résumer les résultats obtenus lors de cette étude expérimentale. Lors de cette étude, on a réalisé le circuit suivant. Ce circuit comporte un condensateur, une résistance, une bobine et un générateur. Ce générateur sert à charger le condensateur, puis le condensateur se décharge dans le circuit. Donc au départ, on charge le condensateur en mettant l'interrupteur en position 1. Puis on bascule l'interrupteur K en position 2
Et comme ça, le condensateur se décharge dans le circuit. L'oscilloscope visualise la tension aux bornes du condensateur. On a obtenu une courbe qui ressemble à celle-ci. Donc la tension aux bornes du condensateur, elle est parfois positive, parfois négative. On dit qu'elle effectue des oscillations. Ce sont des oscillations électriques. L'amplitude de la tension diminue au cours du temps. Donc, on dit que les oscillations sont amorties. Donc, en conclusion, un circuit électrique RLC réalisé avec un condensateur chargé est le siège d'oscillation électrique libre amorti. Ça veut dire, chaque fois qu'on a un circuit électrique dans lequel on met initialement un condensateur chargé et il se décharge à travers la résistance et la bobine, on voit apparaître des oscillations électriques qui sont dites libres, amorties, puisque l'amplitude diminue progressivement. Dans un deuxième temps, on avait étudié l'influence de R sur ces oscillations. Donc cette influence de la résistance sur les oscillations du circuit a conduit au résultat suivant. Si on a une valeur faible de R, on a un régime pseudo-périodique. C'est-à-dire que l'amplitude décroît progressivement jusqu'à s'annuler. Ce régime pseudo-périodique possède ce qu'on appelle une pseudo-période, c'est-à-dire le temps qui sépare deux maximums consécutifs. N'importe quel maximum, la seule condition, ils doivent être consécutifs. Si on augmente la valeur de R, on voit que l'amortissement augmente. Il y a moins d'oscillations que le cas précédent. Mais dans les deux cas, il s'agit bien d'un régime pseudo-périodique. Ici, l'amortissement est plus important que le premier cas. Lorsque la valeur de R est grande, les oscillations disparaissent du circuit. On a ce qu'on appelle un régime apériodique. Il n'y a plus d'oscillation. Le condensateur se décharge directement sans oscillation. Donc, à retenir pour la classe terminale, on a deux régimes, soit un régime pseudo-périodique, soit un régime apériodique. Après cette étude expérimentale, on va passer à l'étude analytique de ce circuit dit circuit oscillant. Premièrement, on va établir l'équation différentielle auquel obéit ce circuit RLC. On a le circuit suivant qui comporte un condensateur initialement chargé, une bobine, une résistance. On va appliquer la loi d'Emaille à ce circuit. Tous les composants sont pris en convention récepteur. Donc j'aurai moins UC, moins UR, moins UB égale à 0. Cela veut dire en multipliant le tout par moins 1 qu'on a UC plus UR plus UB, c'est-à-dire UL égale à 0. Sachant que I, c'est C dUC sur dt. Donc la dérivée de I, c'est C, la dérivée seconde de UC sur dt. C'est ce qu'on écrit C, dérivée seconde de UC sur dt carré. Cette expression veut dire la dérivée seconde de UC. D'autre part, je vais remplacer UR par RI et je remplace I par C dUC sur dt. Je vais remplacer UL, c'est-à-dire U de la bobine, par RI plus LDI sur dt. En remplaçant I par C dUC sur dt et la dérivée de I par C dérivée seconde de UC sur dt carré, j'obtiens RC dUC sur dt plus LC dérivée seconde de UC sur dt carré. Je vais maintenant remplacer UR et UL par ces expressions dans l'application de la loi d'Emaille. Donc on aura UC plus RC dUC sur dt, ça c'est UR, plus la tension de la bobine. On peut arranger ça d'une autre façon en divisant par LC et en rassemblant les R, ça nous donne dérivée seconde de UC sur dt carré plus la somme des résistances divisée par L fois dUC sur dt plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Ceci est l'équation différentielle du circuit RLC. C'est une équation différentielle du second ordre,
puisqu'il est la dérivée seconde, à coefficient constant, sans second nombre. Donc, si on nous demande d'établir cette équation, on doit suivre les étapes décrites dans cette diapositive. Maintenant, on peut supposer qu'on a un circuit qui ne possède pas de résistance. On dit que c'est un circuit idéal. Au lieu de l'appeler RLC, on l'appelle tout court circuit LC. C'est un circuit idéal qui n'existe pas dans la réalité. Son étude théorique est la suivante. D'abord, le circuit idéal, c'est un circuit dont la valeur totale de la résistance est nulle. Le circuit se résume à un condensateur et une bobine. En appliquant la loi des mailles, on va obtenir UC plus UB égale à 0. Et avec I égale CD de UC sur DT et la dérivée de IC dérivée seconde de UC sur DT carré fois C, et en remplaçant UL par LDI sur DT, puisque la bobine n'a pas de résistance, on obtient UB égale à L, C, dérivée seconde de UC sur DT carré. En remplaçant UB, c'est-à-dire UL, ici, et en laissant UC, j'obtiens cette équation. Dérivée seconde de UC sur DT carré plus 1 sur LC UC égale à 0. Ça revient à prendre l'équation de RLC et de prendre le terme avec R égale à 0. Et j'obtiens cette équation qui est aussi une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second nombre. Cette équation, on est censé connaître sa solution. C'est-à-dire, chaque fois qu'on arrive à cette équation, on doit connaître sa solution et déterminer toutes les constantes qui sont dans cette solution. Donc, la solution de cette équation est une solution dite sinusoïdale. Cette solution sinusoïdale, on doit la prendre par cœur. C'est UC égale UN cosinus 2π sur T0t plus phi. Ceci est la solution de l'équation précédente, c'est-à-dire la solution de l'équation du dipôle ou bien du circuit LC. Avec UM est toujours une valeur positive, il s'appelle l'amplitude. C'est la valeur maximale atteinte par UC. Il est exprimé en volts. T0 est appelé la période propre des oscillations, puisque dans un circuit LC, il y a des oscillations non amorties, parce qu'il n'y a pas de résistance qui va faire amortir les oscillations. Donc cette période est appelée la période propre. Il ne faut pas la confondre avec la pseudo-période. Puis la valeur de phi est appelée la phase à l'origine et elle est exprimée en radian. On va commencer d'abord par déterminer l'expression de la période propre des oscillations. Cette expression, on peut l'utiliser directement si on nous demande de calculer la période propre, ou bien de la démontrer si on nous demande d'établir l'expression de la période propre. Pour cela, on a d'abord la solution UC de t égale UM cosinus de pi t sur T0 plus phi. Après, je prends la dérivée de UC. Alors, la dérivée de cette fonction, je dérive le terme entre parenthèses qui me donne 2π sur T0. Et la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc, ça me donne moins 2π sur T0 UM sinus de la même fonction entre parenthèses. Dans l'équation différentielle, on a la dérivée seconde, donc je vais dériver cette expression une deuxième fois. Donc la dérivée seconde de UC sur dt carré, je dérive encore le terme entre parenthèses, il me donne 2π sur T0, avec ce 2π sur T0 du départ, ça me donne 2π sur T0 au carré. Le moins, il reste le moins, le UM c'est UM, et la dérivée du sinus c'est le cosinus. Je constate que cette expression UM cos 2π sur T0t plus phi n'est autre que UC. Donc je peux dire que la dérivée seconde de UC sur dt carré égale à moins 2π sur T0 au carré fois UC de t. Donc si je prends cette fonction, je la dérive deux fois, j'obtiens cette relation. Or, d'après l'équation différentielle, déjà établie pour le circuit LC, on avait cette expression. Ceci veut dire, d'après l'équation différentielle,
que la dérivée seconde de UC sur dt carré, c'est moins 1 sur LC UC. En faisant une identification, je prends l'équation différentielle et l'expression à laquelle je suis arrivé et je fais une identification. La dérivée seconde, c'est la dérivée seconde, le moins, c'est le moins, UC, c'est UC. Il me reste donc 2pi sur T0 au carré, c'est 1 sur LC. Donc, tout calcul fait, j'obtiens T0 égale à 2pi racine de LC. Ça, c'est l'expression de la période propre des oscillations d'un circuit idéal. Ce n'est pas la pseudo-période. C'est la période propre dans le cas où la résistance du circuit elle est supposée nulle. Cette période T0 dépend de L et de C, c'est-à-dire elle dépend des paramètres du circuit, l'inductance de la bobine et la capacité du condensateur. Après, on va déterminer UM et phi. La détermination de l'amplitude UM et de la phase à l'origine phi nécessite l'utilisation des conditions initiales, c'est-à-dire que leur valeur dépend des conditions initiales. Ça veut dire que la valeur de UM et phi dépend de la valeur de UC et la valeur de I à l'instant t égale à 0. Donc on va maintenant déterminer UM et phi de la façon suivante. D'abord, on a UC égale UM cosinus 2pi sur T0 T plus phi, c'est la solution. Je vais établir l'expression de I. Donc, je dois avoir la dérivée de UC. Comme tout à l'heure, c'est moins 2pi sur T0M sinus 2pi sur T0 T plus phi. Initialement, le condensateur est chargé. Ça veut dire que UC à l'instant 0 égale à E. Et en même temps, à l'instant T égale à 0, il n'y avait pas de courant dans le circuit. Donc, à T égale 0, on a UC à l'instant 0 égale E et I à l'instant 0 égale à 0. Maintenant, je vais exploiter ces deux conditions initiales pour déterminer UM et phi. I n'est autre que C fois cette dérivée, c'est-à-dire cette expression fois C. Et si je la prends à l'instant T égale à 0, ça sera C fois 2pi sur T0 avec un signe moins, UM sinus phi, puisque j'ai remplacé T par 0. Donc ça donne l'expression qui s'écrit devant nous. Cette expression égale à 0, puisque UM, T0 et C sont différents de 0, il me reste que sinus phi, c'est lui qui est égal à 0. Ceci impose que la valeur de phi prend deux valeurs possibles, soit 0, soit pi. Maintenant, pour déterminer laquelle des deux valeurs est la bonne, je vais utiliser la deuxième condition. UC à l'instant t égale à 0. Si je prends ça 0, il me reste UM cosinus phi. Or, UC à l'instant 0 n'est autre que E. Donc, U à l'instant 0 égale UM cos phi égale à E. Et E est une valeur positive. Donc, pour avoir UM cos phi comme valeur positive, et sachant que UM est positif, il faut que le cos phi soit positif. La valeur de phi convenable, c'est la valeur 0. Cos de 0 égale à 1. Si je remplace phi par pi, ça va me donner moins 1. Ça sera une valeur négative. Donc, la valeur de phi convenable, c'est phi égale à 0. Une fois que j'ai déterminé phi, je peux calculer UM. C'est-à-dire, je prends cette équation et je remplace phi par 0. Donc, puisque phi égale à 0, donc UM cos 0 égale à E, cos 0 c'est 1, ça me donne UM égale à E. Donc, finalement, ma solution qui s'écrit UC égale UM cosinus 2pi sur T0 T plus phi, j'ai déterminé l'expression de T0, j'ai déterminé l'expression de UM et l'expression de phi. Donc, la solution s'écrit en fin de compte UC de T égale UM cos 2pi sur T0 T. Cette fonction possède la courbe suivante. C'est la variation de UC en fonction de T. Ici, il n'y a pas d'amortissement. L'amplitude elle est constante. La durée entre deux maximums consécutifs constitue la période propre. La valeur maximale constitue l'amplitude UM, c'est-à-dire égale à E. Et la valeur minimale, c'est moins l'amplitude. Maintenant, après cette étude analytique, dans laquelle on a établi l'équation différentielle d'un dipôle RLC libre, où il y a amortissement, on n'a établi que l'équation différentielle. Pour un circuit idéal LC,
On a établi l'équation différentielle et on doit connaître la solution de l'équation différentielle. C'est cette solution qui s'écrit cosinus de pi sur t0t plus phi. On sait maintenant déterminer l'expression de t0 et les valeurs de mi-phi. Ici, on nous donne un graphe, on peut déterminer t0 et et même la valeur de phi graphiquement. C'est ce qu'on verra dans les exercices. On passe donc à une étude dite étude énergétique. Et on va étudier l'énergie d'un circuit oscillant, c'est-à-dire l'énergie qui est dans un circuit RLC. À savoir que dans un circuit oscillant, il y a la résistance, la bobine et le condensateur. Mais dans ces trois composants, il n'y a que deux qui emmagasinent l'énergie. C'est le condensateur et la bobine. Donc on peut parler de l'énergie totale d'un circuit. Que ce soit LC ou RLC, c'est la même chose, puisque la résistance n'emmagasine pas de l'énergie. Donc l'énergie d'un circuit LC, c'est à chaque instant la somme de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. C'est-à-dire que l'énergie totale, c'est énergie électrique plus énergie magnétique. Je rappelle que l'énergie électrique, c'est 1 demi CUC au carré, et l'énergie magnétique, c'est 1 demi LI au carré. On peut se demander, est-ce que cette énergie reste constante au cours du temps, ou bien est-ce qu'elle varie? Pour déterminer s'il y a conservation ou bien non-conservation de cette énergie, on va procéder à la dérivée de E total. Si je trouve que la dérivée est égale à 0, je peux dire que E est constante. Si cette dérivée elle est négative, je dirais que cette énergie diminue. Si la dérivée est positive, je dirais que cette énergie augmente. On commence d'abord par voir si E total d'un circuit LC se conserve, oui ou non. Pour cela, on va procéder à la dérivée de E total. C'est la dérivée de E électrique plus la dérivée de E magnétique. Maintenant, on va dériver cette expression. N'oublions pas que UC et I, ce sont des fonctions. C'est-à-dire qu'on va les traiter comme des fonctions f de x en maths. Si on a f au carré prime en mathématiques, sa dérivée c'est 2ff prime. Donc la dérivée de UC au carré, ça sera 2UC fois UC prime. La même chose pour I. Donc la dérivée de la première, c'est 2 fois 1 demi C, UC, la dérivée de UC, plus 1 demi, 2 fois L, I, la dérivée de I. Je peux simplifier par 2 et remplacer I par C d'UC sur dt et remplacer dI sur dt par l'expression C dérivée seconde de UC sur dt carré. Et en factorisant par LC au carré, on obtient l'expression suivante. LC carré dUC sur dt, facteur de cette expression entre parenthèses. Or, cette expression entre parenthèses n'est autre que l'équation différentielle. C'est-à-dire que sa valeur est égale à 0. J'en déduis que la dérivée de l'énergie totale est nulle, donc l'énergie totale est une constante. On dit qu'il y a conservation de l'énergie totale. Si cette énergie se conserve, alors elle va garder la valeur initiale. La valeur initiale, c'est la valeur d'une énergie emmagasinée dans le condensateur initialement chargé. Donc on dit que cette énergie totale, elle est égale soit à l'énergie électrique maximale ou bien à l'énergie magnétique maximale. Autrement dit, c'est plus facile de la calculer avec l'énergie du condensateur initial, c'est 1 demi C U maximum au carré. Et U maximum n'est autre que E. Donc ça sera E total égale 1 demi CE au carré. Donc on peut conclure que pendant les oscillations électriques dans le circuit LC, il y a transfert d'énergie du condensateur à la bobine et inversement. C'est-à-dire que le condensateur se décharge dans la bobine et après la bobine remet l'énergie au condensateur. Donc au cours des oscillations, l'énergie du condensateur et l'énergie de la bobine varient en sens inverse. Si l'énergie du condensateur diminue, celle de la bobine augmente et inversement.
Donc, on peut représenter l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine et l'énergie totale dans un seul graphe, qui est le suivant. On peut nous demander dans ce graphe de déterminer à quelle énergie correspond chaque courbe. Le raisonnement est le suivant. On sait que le condensateur est initialement chargé, donc son énergie électrique elle est au départ maximale. Donc l'énergie qui commence d'une valeur maximale à l'instant 0 est l'énergie électrique. Donc cette courbe, c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Pour déterminer la courbe correspondante à EM, on sait initialement que le courant électrique il est nul au départ, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, I égale à 0. Donc l'énergie magnétique elle est nulle au départ. Donc la courbe qui commence de 0 à l'instant 0, c'est l'énergie magnétique. Donc cette courbe, c'est l'énergie magnétique. Et la courbe qui reste constante au cours du temps, il ne varie pas, c'est l'énergie totale, puisque cette énergie, on a montré qu'elle reste constante. On peut nous demander de déterminer à partir de ce graphe la valeur de T0. Alors, il ne faut pas commettre l'erreur suivante. La distance entre deux minimums consécutifs n'est pas T0. De même, entre deux maximums consécutifs de la même énergie. La distance entre deux valeurs minimales de la même énergie ne correspond qu'à la moitié de la période propre. De même, la distance entre deux maximums de la même énergie, deux maximums consécutifs bien entendu de la même énergie, correspond toujours à T0 sur 2. Donc faites attention à cette erreur. C'est la distance entre deux maximums consécutifs ou bien deux minimums consécutifs de l'énergie correspond toujours à la moitié de la période propre. On va maintenant voir la non-conservation de l'énergie totale d'un circuit réel RLC. Toujours l'énergie totale, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus celle de la bobine. La résistance n'emmagasine pas de l'énergie. Donc, l'expression de l'énergie totale d'un circuit LC est identique à celle d'un circuit RLC. La dérivée de l'énergie totale d'un circuit LC est identique à la dérivée de l'énergie totale d'un circuit RLC. C'est-à-dire, j'aurai toujours la même expression. Maintenant, une fois qu'on a cette expression, on va essayer de voir à quoi est égal le terme qui est entre parenthèses ici. Tout à l'heure, dans le dipôle LC, ou bien le circuit LC, on avait cette expression qui correspondait à l'équation différentielle. Sa valeur était nulle. Maintenant, pour nous, l'équation différentielle du dipôle RLC, elle s'écrivait dérivée de UC sur dt seconde, plus R sur L dUC sur dt, plus 1 sur LCUC égale à 0. Donc, je peux déterminer que le terme qui est entre parenthèses ici, il est égal à moins ce terme-là. C'est-à-dire dérivée seconde UC sur dt carré plus 1 sur LCUC, elle est égale à moins la résistance équivalente fois L dUC sur dt. Donc, je vais remplacer la parenthèse ici par cette expression. Donc, la dérivée totale dt égale LC au carré dUC sur dt fois moins R plus R sur L dUC sur dt. Ça donne moins R plus R. Et je vois que j'ai ici le L qui se simplifie, mais j'ai C dUC au carré. Or, cette expression, on va l'appeler la résistance équivalente. Et celle-là, c'est l'intensité du courant. Donc, la dérivée de E total sur dt n'est autre que moins la résistance équivalente fois U au carré. Cette valeur, elle est négative. Donc, l'énergie totale d'un circuit RLC ne se conserve pas. Elle diminue au cours du temps à cause de l'effet Joule. L'effet Joule, c'est lorsque la résistance fait transformer l'énergie électrique en chaleur. Donc, l'amortissement de tout à l'heure, c'est dû à l'effet Joule. Il y a perte d'énergie totale par effet Joule. Le diagramme d'énergie de ce dipôle RLC est le suivant.
La courbe en bleu correspond à l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, puisqu'elle est maximale au départ. La courbe en vert, c'est l'énergie magnétique de la bobine, elle est nulle au départ. Et la courbe en rouge, c'est l'énergie totale, elle diminue au cours du temps à cause de l'effet Joule. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter cet amortissement? Il y a certains qui vont dire, oui, on a un dipôle LC. Mais le dipôle LC n'est qu'un dipôle idéal, il n'existe pas dans la réalité. Donc, pour rendre le comportement de RLC comme le comportement de LC, on va insérer dans le circuit un dispositif qui va compenser, c'est-à-dire remplacer l'énergie perdue par effet Joule. Et si j'ai ce système qui va remplacer l'énergie perdue par effet Joule, le RLC se comportera comme un dipôle dont l'énergie totale restera constante. C'est ce qu'on appelle l'entretien des oscillations électriques. L'expérience suivante nous montre la façon par laquelle on fait cet entretien. Cette vidéo est consacrée à l'entretien des oscillations libres dans un circuit RLC série. On voit devant nous le matériel qu'on va utiliser lors de cette expérience. Ce dispositif est constitué d'un amplificateur opérationnel. C'est cette boîte qu'on voit devant nous. Cet amplificateur opérationnel est alimenté avec une tension plus 15 volts et moins 15 volts et relié ainsi à la masse. C'est la pièce maîtresse du dispositif d'entretien des oscillations. On dispose aussi de deux résistances identiques R1 et R2 qui ont la même valeur de la résistance et une autre résistance R variable et une bobine ainsi qu'un oscilloscope, un générateur basse fréquence et n'oublions pas un condensateur C. On va réaliser le montage expérimental schématisé devant nous où la zone jaune constitue le dispositif d'entretien. Elle est constituée de l'amplificateur opérationnel, des deux résistances identiques R' et de la résistance variable R0. On va maintenant commencer à exécuter le montage. On commence par le GBF et on le relie à la bobine, comme vous voyez. Sur le schéma à gauche, vous voyez une flèche du GBF vers la bobine, puis de la bobine vers la borne ou bien vers l'entrée négative de l'amplificateur opérationnel, c'est cette entrée. Après, on va passer de l'entrée positive, c'est le dessous, vers la résistance variable R. Puis, on va aller de la résistance variable R vers le condensateur. Et enfin, du condensateur, on va aller au GBF. Et comme ça, on a fait le tour de la première partie de ce montage. Maintenant, on va relier les deux résistances R1 et R2 qu'on a noté sur le schéma avec R'. La première résistance, on va la relier à la borne négative, comme vous voyez, et sa sortie elle est reliée à la sortie S de l'amplificateur. Puis, la deuxième résistance elle est reliée à la borne positive de l'amplificateur, et après, elle aussi, elle est reliée à la sortie.
En fin de compte, on va relier la masse de l'amplificateur aux composantes qui doivent être reliées à la masse. Maintenant, il nous reste à relier le condensateur à l'oscilloscope. La masse du condensateur vers la masse de l'oscilloscope, puis l'autre borne de l'oscilloscope, la voie à l'autre borne du condensateur. Maintenant, je vais régler la valeur de R sur 0. Je constate sur l'oscilloscope qu'il y a des oscillations amorties. On va faire approcher ces oscillations pour mieux les voir. Et on va faire augmenter la valeur de la résistance R. On constate que l'amplitude des oscillations augmente progressivement et pour une valeur particulière R0, on obtient des oscillations sinusoïdales. On dit à ce moment qu'on a réalisé l'entretien des oscillations libres dans le circuit RLC grâce au dispositif expérimental ajouté dans le circuit. Pour une valeur plus grande que R0, le dispositif fournit plus d'énergie que celle dissipée, les oscillations ne sont plus sinusoïdales. Si on reprend la valeur de R0, on obtient des oscillations entretenues. On va maintenant analyser cette expérience de l'entretien des oscillations électriques. Pour cela, on doit injecter dans le circuit un dispositif qui va remplacer ou bien compenser l'énergie perdue par effet Joule. Et ceci pour rendre les oscillations quasi sinusoïdales, c'est-à-dire comme les oscillations du dipôle LC. C'est-à-dire comme les oscillations du dipôle LC. Donc on peut schématiser le circuit de la façon suivante. Le dipôle RLC avec la source d'entretien. Cette source correspond dans l'expérience précédente à l'amplificateur opérationnel, la résistance variable et les deux autres résistances. Dans le programme de la terminale, il est hors programme d'étudier ce qui se passe à l'intérieur de la source. On doit seulement savoir que cette source compense l'énergie perdue par effet Joule. La première question qu'on peut se poser, c'est à quoi est égale cette tension de cette source d'entretien, c'est-à-dire déterminer l'expression de cette tension. Pour cela, on va appliquer la loi des mailles à notre circuit, c'est-à-dire UC moins UR moins UB moins UC égale à 0, ce qui conduit à UC plus UB plus UR égale à US. UB est remplacé ici par UL. En remplaçant UL et UR par leur expression en fonction de dUC sur dt, on trouve UC plus RC dUC sur dt plus U de la bobine, c'est RI plus L dI sur dt. C'est l'équation différentielle de ce circuit. Si la bobine n'a pas de résistance, ce terme est nul et il me reste seulement R. On peut factoriser par C dUC sur dt, il me donne UC plus R plus petit r dérivé de UC sur dt plus cette expression égale à US. C'est ce qu'on appelle l'équation différentielle du circuit d'entretien. Maintenant, pour avoir l'entretien des oscillations, c'est-à-dire pour avoir des oscillations sinusoïdales, il faut que cette équation différentielle soit de la forme LC dérivé seconde de UC plus UC égale à 0, c'est-à-dire identique à l'équation du circuit LC. Donc, pour que cette équation devienne comme celle-là, il faut réaliser la condition suivante. Le US
elle est égale à la résistance équivalente fois C dUC sur dt, c'est-à-dire RE fois I. Si cette condition se réalise, l'entretien est réalisé, on aura donc des oscillations sinusoïdales. Et la période de ces oscillations n'est autre que la période propre des oscillations d'un circuit LC. Maintenant, d'une façon générale, en convention générateur, la tension au bord de la source d'entretien s'écrit d'une façon générale sous la forme US égale à KI, c'est-à-dire la tension est proportionnelle à l'intensité. Cette constante, c'est la constante de proportionnalité et l'unité d'une résistance. Donc, 3 cas possibles pour la valeur de K. C'est ce qu'on a vu dans l'expérience. Premier cas, c'est lorsque la valeur de K est inférieure à la résistance équivalente. Ça veut dire que la source apporte moins d'énergie que l'énergie perdue par effet Joule. Donc, il n'y a pas d'entretien. Il y a amortissement dans le circuit. Si la valeur de K est égale à RE, alors la source d'énergie apporte exactement l'énergie perdue par effet Joule. À ce moment-là, il y a oscillation sinusoïdale, il y a entretien et la période des oscillations c'est P0. Troisième cas, lorsque K est supérieur à RE, la source apporte plus que l'énergie perdue par l'effet Joule. Donc, il y a des oscillations dans le circuit, mais ils ne sont pas sinusoïdales. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsque K égale à RE, il y a entretien des oscillations. Maintenant, si dans le circuit, on avait pris la source d'énergie en convention récepteur, j'aurais US égale à moins K fois I. Cette source se comporte comme une résistance négative de valeur moins K. On dit résistance négative, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas de l'énergie, mais elle donne de l'énergie. Par contre, la résistance normale, il nous fait perdre de l'énergie par effet Joule. Et ceci se comporte comme l'opposé d'une résistance, c'est-à-dire on appelle ça une résistance négative. Cette relation n'est valable que dans la convention récepteur. C'est la fin de cette leçon. Oscillation libre d'un circuit RLC. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.